Bonjour tout le monde. On va commencer maintenant qu'on est plusieurs personnes présentes. Je vous souhaite la bienvenue à cette première table ronde de Momenta en réalité augmentée, intitulée Créer avec la réalité augmentée, motivation et défis pour les artistes et les organismes culturels. Oups, je me trompe entre mes... OK, parfait. Je me trompe entre mes ordi. Donc, on aimerait remercier RBC Fondation pour leur soutien à travers le projet Artistes émergents RBC pour rendre cet événement possible. La table ronde d'aujourd'hui va être en français. N'hésitez pas toutefois à interagir et poser vos questions en français ou en anglais. Au courant de la table ronde, vous pouvez utiliser l'onglet questions et réponses dans le webinaire. Et on va aussi réserver un moment après les présentations, les discussions pour étendre la conversation avec vous. Donc, je m'appelle Lisa Tronca, j'utilise le pronom elle et je suis coordonnatrice des projets numériques à Momenta. Je vais être la modératrice de la table ronde d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Momenta, il s'agit d'une biennale internationale d'art contemporain dédiée aux pratiques de l'image. Pour cette 17e édition, qui porte le thème « Quand la nature ressent », nous présentons un total de 13 expositions dans plusieurs lieux de la ville, ainsi qu'un jardin autochtone, un programme de performance et un parcours en réalité augmentée intitulé Cristaux liquides, qui va être l'objet de la présentation de la table ronde d'aujourd'hui dans quelques instants. Avant de poursuivre, je souhaite rappeler que les expositions et les activités de Momenta se déroulent sur des territoires volés et non cédés de la nation Kanien'kehá:ka. Ces terres et ces cours d'eau ont longtemps servi de lieu de rencontre pour de nombreuses nations et sont encore le domicile de peuples autochtones de partout dans le monde. Nous sommes reconnaissantes envers les gardiens et gardiennes du territoire, dont les bons soins continuent de porter ces relations. La Biennale a le privilège de pouvoir travailler et présenter sur ces terres. Nous reconnaissons ce privilège tout en étant conscientes qu'une simple reconnaissance n'est pas suffisante en soi. Nous nous efforçons d'assumer un engagement constant à l'égard du travail effectué sur ces terres, de faire de notre mieux pour réparer les préjudices du colonialisme, ainsi que de cultiver et de maintenir des structures anticoloniales. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du projet Cristaux liquides et de l'expérience de création avec la réalité augmentée. Je suis accompagnée par Raed Moussa, réalisateur d'expérience et directeur artistique à DPT Studio d'innovation créative, et de 2 des 11 artistes de Cristaux liquides, Anna Binta Diallo et Kamal Amakrel. Bonjour à vous. Donc, on peut faire un petit tour de table pour qu'on puisse vous entendre brièvement vous présenter, savoir le lien que vous avez avec ce projet, de votre expérience avec Cristaux liquides. Je vais tendre la perche à Raed. Bonjour. Dans le fond, avec Momenta, on a aidé à concevoir une expérience en réalité augmentée à travers la ville. Mon Dieu, de notre côté, on a une spécialité vraiment dans l'expérientiel. Donc, c'est notre spécialité de créer et d'aider les gens à accéder à ces technologies-là et de concevoir les plateformes pour les aider quand c'est nécessaire. On va pouvoir, oui, on pourra en discuter davantage tantôt ensemble. Peut-être Kama Amakrel, si tu veux juste te présenter. Bonjour, je m'appelle Anna Binta Diallo. Je suis une artiste visuelle et puis, ce que j'ai dit, j'ai pris la parole de Kama, c'est ça? Non, tant mieux, on prend la... J'avais entendu Anna, moi. C'est ça, je suis artiste visuelle et puis j'ai été invitée de montrer des œuvres, une série d'œuvres dans le cadre de Momenta pour les mettre en réalité augmentée. C'était une expérience très intéressante. Et puis, je suis contente d'être ici pour discuter un peu plus du projet avec vous. Désolée d'avoir pris la parole, Kama.
Pas du tout, pas du tout, c'est pas un problème. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kama et je suis artiste pluridisciplinaire. Je travaille entre autres en poésie, en performance, en art visuel, souvent à l'intersection et entre ces différentes formes d'art. Et ouais, donc c'était super excitant pour moi de pouvoir. C'était la première fois que je travaillais sur un projet en réalité augmentée. J'ai hâte d'en parler plus, mais pour moi, c'était surtout un peu ajouter une nouvelle dimension à ma pratique qui n'existait pas avant et d'explorer, d'aller dans des territoires inconnus pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc, j'ai hâte d'en parler plus. Oui, merci. Merci à vous trois d'être là ce soir. Je vais juste commencer par présenter le contexte, dans le fond, qui a mené à la création du projet Cristaux liquides. Puis après ça, on pourra tout discuter ensemble de l'expérience puis de chacun de votre implication dans le projet. Donc, c'était la première fois pour Momenta de faire un projet en réalité augmentée. Et même, comme Kamal l'a mentionné, Anna, c'était une première expérience pour certains et certaines des artistes du projet. Donc, avec le contexte de la pandémie, il y a eu quand même un engouement pour la technologie, puis de pousser un petit peu des projets qui pouvaient avoir une présentation malgré le confinement, puis malgré le fait que certains lieux fermaient. Donc, il y a aussi eu certains organismes subventionnaires qui ont commencé à offrir des opportunités de présentation pour la technologie, puis aussi pour les artistes pour qu'ils puissent créer pendant un temps incertain, comme la pandémie. Donc, nous, à Momenta, on a cherché à créer un projet qui pouvait se vivre, peu importe les éventualités qui allaient arriver dans les 2 ans quand on allait faire l'édition, la 17e édition. Donc, la première motivation pour nous à Momenta, c'était de présenter des œuvres dans un contexte qui allait pouvoir avoir lieu, donc dans l'espace public et à l'extérieur. Donc, c'était un aspect intéressant. La réalité augmentée permet d'avoir une interaction avec l'espace physique et l'espace numérique. Fait que c'était un des aspects qui nous a vraiment intéressés. Puis pour les artistes aussi, certaines ont commencé à réfléchir à des projets qui étaient en interaction avec certains des monuments de la ville ou certains lieux précis. C'était aussi une motivation pour nous d'expérimenter avec d'autres formes de l'image, puis d'aller vers, c'est ça, une expertise en technologie. C'est pour ça qu'on est allé vers DPT, avec qui on a déjà travaillé dans le passé, puis on pourra en parler un peu plus dans quelques instants. Puis, une autre motivation, c'était de rejoindre des publics différents qui ne fréquentaient pas nécessairement des lieux d'exposition d'art contemporain, vu que c'était diffusé dans l'espace public. Puis aussi, ça permettait à nos publics, à nous, plus qui étaient plus habitués par des lieux d'exposition à l'intérieur et plus traditionnels, d'avoir une nouvelle expérience avec la réalité augmentée. Donc, on va pouvoir parler maintenant de l'expérience justement de création parce que Momenta est allé chercher l'expertise de DPT pour qu'eux puissent aider les artistes à vraiment à connaître et à approcher cette nouvelle technologie pour certains et certaines, c'était nouveau. Donc, on pourrait parler de l'expérience de co-création un peu qu'il y a eu avec Raël. Mais juste avant, je vais peut-être vous montrer, je vais changer ma fenêtre, c'est quoi le projet Cristaux liquides. Donc, s'il y en a qui sont avec nous puis qui ont leur cellulaire dans la main, vous pourriez scanner le code QR pour aller sur le site web. Parce que dans le fond, Cristaux liquides, c'est un parcours en réalité augmentée dans l'espace public. Ça rassemble 11 artistes, donc 11 œuvres en réalité augmentée qui sont disséminées dans la ville. Puis, on y accède. Donc, quand on est sur le site web, on a accès à une map. Puis, sur la map, il y a des points verts fluo. Raël est en train de me le faire avec nous. Donc, il y a des points verts fluo qui sont les points où les œuvres sont situées. Puis, les points noirs sur la carte, c'est aussi les autres lieux de Momenta. C'est quand même un outil que vous pouvez utiliser pour tout
tout le parcours que vous voulez faire de Momenta. Donc, quand vous vous déplacez dans la ville, vous cliquez sur le petit point vert, puis vous accédez à la page de l'artiste et vous pouvez faire expérimenter sur Instagram ou Facebook. Mais on veut aussi approcher des gens qui ne seraient pas dans la ville de Tiohtià:ke, Montréal. Donc, il y a des gens qui pourraient être dans d'autres villes, qui pourraient être de chez eux ou dans des contextes qui ne permettent pas de déplacer. Donc, n'hésitez pas à le faire, même dans des lieux autres, puis de nous montrer aussi de quoi ça a l'air. Kama avait fait ça, l'expérience à l'extérieur de la ville. C'était vraiment beau, intéressant de voir d'autres lieux. Mais donc, ça, c'est les deux manières. J'en ai parlé d'une. Donc, il y a une manière d'accéder aux œuvres, donc par le site web, par la carte, puis vous cliquez sur expérimenter en Facebook ou Instagram au bas. Ou sinon, si vous voulez aller voir toutes les expériences de réalité augmentée, il y a les liens vers chaque filtre de chaque œuvre, des 11 œuvres, sur notre page Instagram. Donc, si jamais, Charlotte, tu veux partager dans le chat, peut-être tu as déjà fait tous ces hyperliens-là, comme ça les gens, vous pouvez aller expérimenter ça plus tard ou pendant qu'on discute peut-être. Donc ça, c'est un peu un topo de cristaux liquides, mais là, on va aller plus dans l'aspect qui nous intéresse, donc toute cette expérience de création-là, parce que comme on est avec Anna et Kama, qui sont deux artistes qui n'avaient pas nécessairement expérimenté la réalité augmentée avant, donc on aimerait voir peut-être qu'est-ce que ça a changé dans leur pratique, qu'est-ce que ça a augmenté ou qu'est-ce que ça a aussi posé comme défi, parce que c'était deux projets qui n'étaient pas créés nécessairement pour ça. Donc, on va commencer avec Raed. Donc, si tu veux te présenter, Raed, plus en détail, parler de DPT, puis dans le fond, nous, on est allés avec vous parce que, on vous aimait beaucoup, puis on fait déjà d'autres projets avec vous, comme les jeux vidéo de jeux éducatifs qu'on avait avec vous, puis voir aussi l'expertise que vous aviez avant, qu'est-ce que ça a pu apporter pour l'art contemporain aussi de différents. Ben oui, dans le fond, c'est sûr que ça a été facile de poursuivre ce projet avec toutes les autres qu'on a faites ensemble. Donc, c'était juste une belle suite. Dans le fond, nous, on aime. Notre spécialité, c'est d'être à l'affût toujours des nouvelles technologies qui sont appliquées dans le monde immersif, expérientiel et artistique et d'amener ça avec nos collaborateurs. Quand on s'est unis avec votre parcours, nous, ça nous a tout de suite séduit comme projet. Je pense qu'un des grands projets chez Département qui a vraiment peut-être influencé un peu la manière dont qui a attiré les gens, c'était le projet des ennemis qu'on a fait en collaboration avec l'ONF et France Télévisions. C'était un des plus grands projets de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui mettait le spectateur au milieu de deux ennemis qui sont issus de conflits générationnels et en s'approchant d'eux, on pouvait entendre un peu leur histoire. Enfin, on entendait complètement leur histoire. C'était un très gros projet et c'était vécu in situ dans les galeries, mais aussi on pouvait l'utiliser en VR, en AR, dans des espaces publics. Dans certains faits autour de la ville. Ça a fait assez de bruit, puis c'était vraiment notre grande plongée dans cette techno pour s'assurer que c'était une expérience viable sur des téléphones. Mais avec vous, on a utilisé une autre technologie, puis ça, je pense qu'on va aborder ça un peu plus tard. Oui, on peut en parler tout de suite. Si tu oui. veux. Ben oui, avec plaisir. Oui. Dans le fond, concevoir une application indépendante, c'est beaucoup de travail, puis c'est des plus gros budgets. Et là, on cherchait vraiment quelque chose qui facilitait tout ça et qui aussi démocratisait la création. Et donc, en choisissant une plateforme comme Spark AR,
ça donnait tout de suite accès aux artistes à un logiciel pour intégrer leurs œuvres. Qui avait beaucoup de ressources en ligne. Et tout ça vivait sur les plateformes de Facebook, dont Instagram et Facebook, donc qui était facile à partager. Et eux autres s'occupent de faire la mise à jour. Donc, ça enlevait toutes ces responsabilités de mise à jour à long terme. Ils le mettaient sur le dos d'une autre entreprise et nous, on profitait vraiment juste des fonctionnalités, ce qui était parfait pour notre condition. Et c'est quelque chose de très stable. Donc, ça fonctionne sur beaucoup de téléphones, puis même des vieilles générations. Donc, pour moi, c'était comme évident comme choix lors de nos discussions. Oui, c'est ça, parce que on voulait quand même que tout le monde puisse l'expérimenter de leur côté en tant que spectateur, spectatrice, mais les artistes aussi, ça l'offrait Spark AR des tutoriels puis des sortes de trucs comme ça pour apprendre à comment utiliser cette technologie-là. Fait que c'était quand même un choix user-friendly, comme on dit. Ben, oui, juste pour limite de quand même, il y avait quand même une petite pente. Oui, c'était quand même un défi. C'était quand même un petit défi, mais je pense qu'on est arrivé. C'était un beau processus. Oui, c'est ça. Puis pour le département, vous avez déjà fait d'autres projets en réalité augmentée, comme dans le milieu des arts visuels. Je pense que vous avez fait avec la GAC un projet de galerie un genre de virtuelle. répertoire. Oui, c'est ça. Donc, les gens, parce que c'est difficile d'aller chercher une œuvre de 6 pieds par 5 pieds puis la traîner chez soi. Donc, c'était une manière de voir comment les œuvres pouvaient exister chez soi et ça aidait beaucoup, là, en fait, le regroupement de donner accès à leur clientèle à des œuvres. Ouais, c'était un très beau projet, ça. Est-ce que c'était différent pour le milieu des arts visuels puis la réalité augmentée? Est-ce que pour le département, c'est différent de travailler, de s'adapter à ce genre de domaine? Qu'est-ce qui pourrait être... Ben, comme pour AGAC, c'est différent parce que c'est plus, ça fonctionne plus en mode commerce, mais aussi accès à des œuvres. Donc, tandis que comme pour BNMI, c'est surtout dans le culturel. Et là, on travaille avec des collaborateurs, comme on fait avec vous. Et donc, on crée une plateforme pour accéder à du contenu et le vivre. Il y a du storytelling. Donc, dans ces histoires, dans ce type de projet-là, ça demande plus d'engagement parce que ça cherche aussi à comprendre, à comprendre genre la voix, la tonalité du projet, puis s'assurer que ça respecte beaucoup parce qu'on travaille avec une diversité incroyable d'œuvres et il faut que tout ça soit cohérent dans la même plateforme. Donc, ça demande plus. Justement, on peut peut-être commencer à intégrer Anna et Kama dans la conversation on va peut-être pouvoir parler avant de votre œuvre pour le projet, puis après ça, on peut continuer avec toute l'expérience de création et tout ça. Fait que, Anna, si tu voulais commencer par parler de ton projet pour Cristaux liquides. Oui, alors c'est ça, ce projet. Au début, quand on m'avait approché pour mettre une œuvre en réalité augmentée, j'ai vraiment réfléchi que une de mes séries récentes qui s'appelle Errance, que j'ai exposée dans plusieurs galeries, espaces publics dans les 2 dernières années. Je pensais que c'était vraiment une bonne idée de mettre ces œuvres-là, parce que la façon que je peux parler un peu du projet, là, c'est vraiment un corpus d'images que j'ai créé, vraiment digital, un mélange entre le digital et le collage. Et je les ai imprimés sur des matériaux différents et installés dans différents espaces, comme des galeries ou bien dans des espaces publics aussi. Mais c'était la première fois où est-ce que j'ai eu l'occasion de vraiment voir est-ce que ce projet pouvait prendre vie dans le virtuel. Alors pour moi, ça faisait vraiment du sens que ce projet-là soit dans la réalité augmentée, puisque il y avait vraiment beaucoup de possibilités de voir. Quand moi, je suis en train de faire des maquettes pour mettre ces œuvres-là dans une galerie, habituellement, je le fais sur mon écran,
Donc, c'était vraiment une façon de comme transposer ces œuvres-là d'un écran dans un autre écran, cette fois-ci un téléphone ou une application. Mais ça prend un sens complètement différent, je pense. Et ce projet, c'est des personnages que j'ai découpés qui racontent des histoires. Je parle souvent de le folklore. Et puis, j'essaie à chaque fois que j'expose ces œuvres-là, ça prend une différente configuration. Alors, il n'y a pas vraiment une ordre officiel de cette composition-là. Donc, j'ai souvent la capacité de réagencer les images de plusieurs différentes façons. Alors, ça apportait un nouveau défi aussi parce que c'est comme si on dit, OK, on a un espace blanche, mais les œuvres. Mais dans ce cas-ci, c'était comme on a un espace public. Il faut essayer de voir combien d'œuvres est-ce que je veux mettre. Donc, pour moi, c'était vraiment un défi amusant parce que je trouvais que c'était une nouvelle technologie que je n'avais pas essayé encore, mais la façon dont je réfléchissais dans ma pratique, ça allait dans cette direction-là. Donc, c'était comme je sais pas, je pense que c'était vraiment une bonne expérience pour moi de voir comment cette série-là, Errance, a pu prendre elle a eu plusieurs éditions dans le public en vrai et aussi dans un public en numérique encore. Mm-hmm. Merci, Anna. On va pouvoir continuer après qu'on entende Kama sur son projet. Je vais changer de diapo. Donc, Kama, si tu veux présenter l'œuvre que tu as faite pour Cristaux liquides. Oui, ben cette œuvre s'appelle De l'écho c'est une île qui est en créole mauricien, qui veut dire ton corps et une île. Et en fait, ben moi, ce que je voulais faire, c'est deux choses. Une étant, j'ai l'expo à la Galerie de l'UQAM en ce moment dans le contexte de Momenta, qui s'appelle Queering the Island Body et qui vraiment explore c'est quoi l'espace spirituel entre le corps de la personne trans, racisée dans son contexte local. Et c'est quoi l'espace qui existe entre ce corps et ce que moi j'appelle dans ma pratique le corps de l'île, parce que toute l'expo est autour de la relation entre le corps, l'île et l'océan, en fait. Et donc, il y a cette partie de la démarche. Et pour moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet en réalité augmentée, c'est que je voulais que j'ai aussi présenté la performance à Momenta. Et pour moi, je voulais voir le tout vraiment comme un corpus qui présente un peu la même question, mais sous différentes formes, donc à travers la photographie, la vidéo, les textiles dans l'expo, à travers le corps en performance et les rituels dans la performance. Et ensuite, il y a aussi la partie poétique qui est présente à la fois sur les textiles et dans la performance. Et pour le projet en réalité augmentée, donc, pour moi, c'était un peu la question, comment est-ce que je fais pour ramener cette démarche dans ce que j'essaie de créer dans un nouveau médium pour la toute première fois de ma vie. Il y avait cette partie qui était un des questionnements, mais pour moi, l'autre partie du questionnement, comme je l'ai dit, c'est que je travaille dans l'interdisciplinarité. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que les différents espaces artistiques et l'intersection, en fait, l'hybridité en différents espaces artistiques permettent une poétique, une esthétique, un énoncé décolonial et un énoncé queer ou trans d'émerger. Donc voilà pourquoi j'aime travailler dans les entre-espaces et les espaces hybrides. Donc, arrivé le moment de développer ce projet en particulier, je savais que le thème, je voulais que ça parle, que ce soit en lien avec l'expo et la performance, mais en même temps, ce que je voulais explorer, c'était un peu de voir comment est-ce qu'on peut créer des espaces et des entre-espaces à travers ce projet. Et moi, ce qui m'a vraiment passionné, en fait, c'était justement l'interaction à l'espace physique. Donc, il y a une forme de scénographie, de dramaturgie par rapport à comment imaginer l'espace physique et comment est-ce que cet espace physique, comment est-ce que la personne qui accède
le projet, comment est-ce que cette personne se positionne dans cet espace physique par rapport aux différents éléments qui sont présents. Donc, dans le cas moi, j'ai travaillé sur des cut-outs, en fait. Donc, j'ai découpé des parties des photographies qui sont exposées à la galerie de l'UQAM en séparant le corps et les territoires. Donc, ce que je voulais faire avec, c'est vraiment de remettre en conversation le corps et les territoires, mais dans une configuration complètement différente parce que je savais que la photographie à la galerie, ça allait être de la photographie sur les murs. Or, ce nouveau médium, en fait, permettrait à la personne, à l'audience, d'être dans la photographie, en fait, d'être dans le milieu de tout ce qui se passe. Donc, pour moi, c'était un peu, je voulais recréer le corps de l'île et le corps, mon propre corps dont je me sers dans mes œuvres. Donc, je voulais recréer cette relation entre le corps et l'île. Il y a aussi un aspect sonore au projet que j'ai développé, en fait. Donc, c'est un peu comme on entend le son des vagues, en fait, le son des vagues que j'ai enregistré à l'île Maurice. Donc, le fait de pouvoir ramener ce son de l'île Maurice dans le projet, pour moi, était très meaningful dans ce sens-là. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et ensuite, il y a un peu un genre de mantra qui dit « Your body is home, your body is the ocean ». C'est comme un chant qui part et qui revient avec le son des vagues. Et Your body is home, your body is the ocean forme partie. C'est deux vers tirés de mon recueil de poésie Hommes-Femmes, mais dont je me sers aussi, qui est un peu la notion de ton corps et l'océan, ou ton corps et l'île. C'est un peu la notion, l'image que j'ai explorée à travers toute l'expo, y compris dans la performance. Donc, de pouvoir ramener ça aussi comme une œuvre sonore, mais aussi une œuvre visuelle où l'audience se positionne au milieu avec un téléphone. Mais le fait de pouvoir... Ouais, je voulais vraiment essayer de créer quelque chose d'immersif où chaque personne qui essaierait le filtre, en fait, pourrait un peu créer leur propre île. En fait, c'est une manière pour chaque personne de créer son propre corps île dans ce contexte. Merci, Kama, il y a comme plein de liens que j'ai fait dans vos deux présentations entre vos deux œuvres quand même que là, je vois émerger dans le fond, puis même dans votre rapport que c'était une nouvelle itération d'un projet qui existait déjà. Donc, dans vos deux cas, j'ai l'impression que c'était de comment le présenter autrement quand même. Fait que c'est intéressant de voir peut-être comment la réalité augmentée permet de voir autrement quelque chose de votre corpus, de votre travail. Puis aussi le fait que votre manière d'utiliser comme le positionnement avec la réalité augmentée, dans le cas de Kama, on tourne autour. J'espère que les gens qui sont présents avec nous ont expérimenté, mais sinon, vous irez faire. Fait que, Kama, il faut quand même l'expérience, il faut tourner autour de soi puis le voir. Puis Anna, il faut comme chercher les éléments aussi. Fait que c'est le fun de voir que il y a comme différentes choses qui ont émergé dans la pratique là, avec la réalité augmentée, puis que ça allait parler aussi différemment pour le projet, ça venait éveiller quelque chose peut-être. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rebondir là-dessus, mais moi, en vous entendant parlant, je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas remarqué encore. Pour moi, c'est vrai que la façon dont on approche l'œuvre, c'est très différent en réalité augmentée que si tu es dans un espace, dans une galerie ou dans un différent type d'espace, mais il y avait quand même ce lien, j'aime quand même évoquer la même sensation que les gens peuvent approcher, reculer, regarder en haut, je pense, dans les deux types d'espaces. Mm-hmm. Et en fait, parce que ces œuvres-là parlent vraiment de la relation entre comme la vie humaine et la nature, qu'est-ce qui nous entoure. Alors, je voulais vraiment cet élément pas un élément de surprise, mais quelque chose qui vient chercher les gens. Et il n'y a pas vraiment une ordre spécifique. Alors, pour moi, cette technologie offre la même chose que ce que j'avais vraiment voulu faire dans ce projet,
sans être en réalité augmentée. Donc, c'était un peu, ça pouvait rejoindre la même chose. Donc, ouais. Puis, dans le fond, les deux, est-ce que c'était vraiment votre première fois d'expérimenter avec la réalité augmentée? On peut peut-être parler de comment ça a été pour vous de approcher la technologie, puis après ça, de voir comment ça fonctionnait avec ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'il y avait des moments, c'est comme « Ah non, ça ne le permet pas, mais j'aimerais ça », ou peut-être ça l'a même fait éveiller des aspects du projet que vous n'aviez pas pensé avant ça? Quelqu'un veut peut-être commencer. Moi, je peux y aller. Ben, moi je me considère une artiste multidisciplinaire. Je suis aussi graphiste, designer. Je travaille beaucoup avec la technologie. Donc, quand j'ai commencé le projet, j'ai dit, ça va être... J'aime apprendre les programmes. J'aime les défis de ça, mais j'ai trouvé qu'après, il y avait quand même plusieurs... juste comprendre comment ça fonctionne, comprendre les différentes... les options que le programme, comme Spark AR, ça peut, comme les différentes parties de la plateforme, excuse-moi. Après que j'avais appris ça, j'ai eu beaucoup d'aide et de soutien. Mais après que j'ai eu la chance de vraiment comprendre comment ça fonctionne, il y a eu comme un moment de clic où c'était comme, là, je comprends comment ça fonctionne et là, je peux vraiment comme m'amuser avec l'emplacement de mes personnages. Mais j'ai trouvé que c'était quand même, c'est pas quelque chose que tu peux faire juste comme, je vais le faire comme ça. Je pense que ça prend, il faut quand même voir des exemples, il faut quand même faire beaucoup de tests, il y a beaucoup d'essais, il y avait des moments où les images étaient trop petites, trop grandes, trop proches, trop loin. Donc, il faut vraiment avoir un peu de patience. Et puis, ben, je remercie aussi l'équipe parce que je pense que même si ça avait l'air facile, il y avait quand même des choses qu'il fallait apprendre. Mais c'est comme après que tu as fait un bon chemin, là, ça devient plus facile. Puis, comme, ouais, tu peux voir tout, il y a plein de choses qu'on peut explorer. Donc, pour moi, c'était comme un bon défi j'ai vraiment apprécié de prendre le temps de comme tout comprendre parce que je pense que ça va m'aider dans la pratique à long terme, certainement. Oui, si je peux me permettre, juste avant de répondre à cette question aussi, je vais tout juste ajouter un truc quand Anne a parlé un peu plus tôt par rapport au médium, et je pense que Raed a aussi mentionné ça un peu plus tôt, mais une des choses c'est que j'ai l'impression que j'ai beaucoup réfléchi la scénographie, par exemple, en tant que personne qui fait de la performance, donc j'imagine la scène, j'imagine ce qu'il peut y avoir comme décor dans la scène. C'est pareil dans une galerie, quand on veut habiter une galerie avec nos œuvres. Mais Raed avait mentionné ça, mais tout d'un coup, avec Spark AR, c'est que, mon corps pouvait faire 6 pieds de haut. Or que dans un théâtre, je ne peux pas ramener une version de moi-même qui fait, je ne sais plus trop quoi, tu sais, qui monte jusqu'au ciel ou dans une galerie. Donc, j'aimais beaucoup cette partie, en fait, de découvrir que je pouvais jouer avec les dimensions d'une manière que je ne pouvais pas dans une galerie ou dans une salle de théâtre, de décider que, oui, je ne sais pas, rien que ma tête allait faire 4 mètres. Ouais, ça, c'était quand même quelque chose de fun et intéressant dans ce sens-là. Mais pour répondre à ta question, je pense que moi, quand je me suis lancé dans le projet, j'avais aucune idée vraiment exactement de ce que je voulais faire. Je sais en dire que c'était quand même une démarche très collaborative. Je veux dire, le projet est très, très collaboratif. Et au début, moi, je me suis mise à faire des peintures en 3D, etc. pour voir un peu ce qui m'intéressait, ce que je voulais faire. Ensuite, de réaliser je ne savais pas rendre des choses en 3D parce que je n'ai pas le skill pour cela. Et c'est vraiment Raed qui m'avait encouragé à explorer le 2D parce que, en fait, tout ce que j'avais vu avant comme exemple, ça se passait en 3 dimensions. Et là, je pensais qu'il fallait que je crée quelque chose. Au début, je pensais qu'il fallait que je crée quelque chose en 3 dimensions. Mais on avait souvent des rencontres justement pour parler de l'évolution des projets, de voir un peu c'était quoi nos idées, comment réaliser nos idées. Donc, on avait souvent du feedback, ce qui a beaucoup
beaucoup aidé. C'était Raed justement qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'explores pas tout juste le deux dimensions, parce que je ne savais pas comment créer en 3D. Et d'ailleurs, Raed m'avait envoyé des exemples de ce que Anna faisait déjà. Et là, j'étais genre, ah, ok. Ok, je vois l'autre option parce que c'est ça, tous les exemples que j'avais vus avant étaient en 3 dimensions. Je suis genre, je ne sais pas quoi faire. Donc, une fois que j'ai commencé à vraiment à découper, heureusement que je sais. Donc là, je suis reparti sur Photoshop après genre 3 ans où je ne m'étais pas servi de Photoshop du tout. Donc là, c'était genre comment découper sur Photoshop. Ce qui est toujours intéressant, et je dois dire que pour moi, cette partie, c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. C'était surtout, je me rappelle, quand je travaillais vraiment sur le projet, je venais tout juste de rentrer au pays, et j'avais 2 semaines donc, de ma quarantaine, et c'était du genre 2 semaines intenses et intensives, tout juste à travailler rien que sur ce projet. Mais je dois dire que de l'autre côté, j'ai un côté complètement nerd. Il y a ma personnalité complètement neutre qui vraiment tripée là-dessus. Et je pense qu'il y a quelque chose pour moi, surtout en tant qu'artiste autodidacte, qui a appris par elle-même ou qui a appris à travers des mentors ou la communauté. Quand je dis autodidacte, ça veut surtout dire que j'ai pas fait d'école d'art, mais ça ne veut pas dire que j'ai tout appris par moi-même. J'ai aussi eu du soutien et du mentorat. Et je pense qu'il y a ce côté, par exemple, il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à faire de la couture, j'ai appris à faire de la couture en regardant des tutoriels sur YouTube. Donc là, il y avait ce côté, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et il y avait beaucoup, beaucoup de tutoriels. L'information ne manquait pas. Donc là, je dois dire que mon côté nerd était quand même très stimulé. Ensuite, il y avait l'autre côté, je suis aussi une personne qui aime porter vraiment attention aux détails. Donc là, ça, c'est le côté où tu fais quelque chose sur l'application, tu le testes sur ton téléphone, tu es du genre, c'est pas exactement ça. Et là, tu repars. Et là, tu le refais. Et là, tu repars. Et là, tu le refais. Là, c'est du genre, ça fait déjà 15 fois que je le refais. C'est toujours pas exactement ce que je veux. Mais ouais, c'était un peu ça le processus. Et je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe en fait qui nous a accompagnés parce que ouais, je pense que avoir le soutien de l'équipe aussi, savoir que je pouvais tout juste envoyer un courriel en disant bon, j'ai essayé 15 fois, je sais toujours pas ce qui va se passer, j'arrive pas. Et d'avoir ce soutien ou même d'avoir du feedback artistique par rapport, ça a beaucoup contribué à la réalisation et au fun que j'ai eu à réaliser ce projet. C'est le fun à entendre. Des fois qu'on on a le nez dans le projet, on ne sait pas comment tous les artistes se sentent. Puis on veut tellement aider tout le monde. Puis aussi, c'est enlever le stress de production parce que souvent, comme tu dis, les gens pensent toujours qu'il faut qu'ils fassent des trucs modélisés en 3D, mais des images peuvent être mises dans un espace 3D. Donc, la conception change complètement. Et vos œuvres sont vraiment, ça témoigne de ça. Vraiment. Oui, Raed, justement, toi, comme expérience à département, je ne sais pas si vous aviez l'habitude de travailler comme ça avec des créateurs, créatrices, avec leur propre bagage, puis comment ça a été de vous approcher à des artistes, puis d'aider dans le processus créatif comme ça. Ben, c'est pas la première fois qu'on travaille avec un groupe d'artistes. On avait déjà fait un projet avec des illustrateurs avec la Pastèque. C'était un illustrateur par mois. C'était 12 personnes complètement différentes. Et on apprend, je dirais pas juste parce que souvent tu dis tu veux un rendu, mais en fait, il y a une personne derrière ça, c'est comprendre la personne, comprendre ce qui la stresse, ce qui la motive aussi, puis aussi savoir adapter. Donc, moi, j'ai un background en beaux-arts où j'étais souvent dans ma bulle tout seul. Je faisais de la peinture. Mais dans ce monde-là dans lequel j'ai évolué, être seul et être un créateur un peu comme solo, ça se fait pas tout à fait. Faut être, c'est très basé dans la communauté. Donc, on travaille avec beaucoup de gens qui sont très talentueux et ce qui est beau, c'est qu'on retrouve nos forces ensemble pour créer. Donc, et ça, c'est ça qui arrive. À chaque fois que je travaille avec des artistes, c'est les autres qui apportent quelque chose à la planche.
les développeurs apportent quelque chose, j'apporte quelque chose, et tout le monde ensemble en création, on conçoit quelque chose, et c'est ça le réel plaisir, parce que ça crée des projets plus complexes et plus larges, et ça parle vraiment à la communauté. Donc, c'est vraiment c'est une belle expérience, mais c'est un challenge en soi. Mais c'est intéressant de parler que l'art numérique ou les technologies comme la réalité augmentée remettent en question la collaboration puis le travail d'équipe dans un même projet. Puis c'est vrai que c'est intéressant pour des artistes d'approcher ça, surtout dans le cas, ben, Anna, quand même, tu as une pratique avec du numérique, puis comment Photoshop, c'était loin, mais quand même. Mais c'est intéressant de replonger dans une autre manière de créer qui cherchent à avoir le feedback de plusieurs personnes avec leur propre expertise. C'est intéressant. Et l'ouverture d'esprit des artistes, c'était vraiment phénoménal. C'est de comprendre que c'est une technologie qui évolue, c'est nouveau, et donc permettre à ses propres œuvres de aussi s'adapter à la plateforme, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça génère quelque chose de nouveau en soi. C'est une plateforme qui est assez volatile dans le sens que pour que ça reste fonctionnel sur tous les téléphones, il faut qu'il fasse des mises à jour constantes. Donc, je me rappelle des fois, Anna m'écrivait et était comme je suis pas capable d'ouvrir mon projet. Puis je disais, faut faire un update. À tous les jours, il y avait un update presque. C'était extraordinaire. Tu sais. C'est dur à digérer. Les gens qui vont vivre l'expérience ne le vivent pas. Mais quand tu es créateur, il y a plein de trucs techniques qui rentrent en jeu. Oui. Est-ce que Anna et Kama, après cette expérience-là, ça a changé une manière de penser dans votre projet, soit pour Cristaux Liquides ou pour d'autres projets? Je ne sais pas si ça a influencé votre pratique d'aller vers la réalité augmentée. Ben, pour moi, je pense que le fait que ça peut rejoindre beaucoup de personnes, ben, des personnes avec des téléphones, il y a comme une accessibilité plus instantanée ou bien qui peut se répandre un peu plus loin, qui m'a vraiment intéressée. Et puis, j'ai aussi aimé le fait quand Raed parlait de, c'est comme un projet collaboratif. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir, au lieu de voir une application et dire, OK, qu'est-ce que je peux créer avec l'application? C'est plutôt de voir comment est-ce que mon œuvre peut vivre avec ce soutien technique et cette application sans nécessairement comme changer tout le projet. Et je pense que ça, c'est un défi pour les artistes aussi comme Kama mentionnait qu'au début, c'était faire toutes les choses en 3D. Et comme il y a cette imposition qu'on se fait quand on est artiste de voir comme, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Mais dans ce cas-ci, je pense que c'était comme, qu'est-ce que je peux garder la main? Qu'est-ce que je peux garder? Quel esprit de mon projet est-ce que je peux garder en utilisant cette technologie? Alors, c'est comme, en fait, c'était vraiment de rien changer, mais de tout changer. Je ne sais pas si je m'explique là, mais c'est comme, c'est aussi de se rendre compte que des fois, il faut juste essayer d'écouter les gens autour de nous pour voir, tu peux garder le même esprit de ton projet sans tout réinventer la roue, disons, mais il faut quand même comprendre ce qui est possible techniquement. Donc, c'est comme il y a toujours ce va-et-vient de la technologie, mais aussi comme ta pratique et aussi de collaborer avec d'autres. Donc, il faut garder tout ça ensemble et avancer. Et pour moi, je pense que ça m'a permis. Là, je pense vraiment à d'autres projets. Ça comme ouvre toute une porte, puis je pense que c'est comme excitant de voir qu'est-ce qui peut être fait dans l'avenir, mais aussi de savoir, j'ai déjà fait ça, donc ça peut évoluer de ça aussi. Donc, pour moi, ça m'a donné la confiance, disons, de me jeter dans un autre projet, peut-être comme ça, prochainement, je ne sais pas. Ouais, c'est sûr que pour moi aussi, oui, ça a fait évoluer beaucoup de choses. Je pense que c'est intéressant de travailler sur ce projet parce qu'une des choses, disons que depuis le début de la pandémie, surtout au tout début de la pandémie,
il y avait un peu cette réaction, surtout des institutions et des conseils des arts, qui disaient, mais faites de l'art numérique, faites de l'art numérique, faites de l'art numérique. Et moi, je suis du genre, mais je fais de la performance, là. De quoi est-ce que tu sais, c'est des gens, j'ai rien contre l'art numérique, mais je suis du genre, est-ce que je vais en faire tout juste parce que c'est une pandémie, tu sais, est-ce que... donc, ce qui fait que j'avais du mal, et pour moi, c'était important, en fait, de ce que j'ai aimé de ce projet, c'est que c'était vraiment organique, c'était pas... Je n'ai pas eu à me forcer à créer de l'art numérique parce que le Conseil des arts me disait fais de l'art numérique. C'était vraiment organique dans le sens où j'ai une démarche, je comprends comment est-ce que cette démarche est en lien avec ce que je fais. Donc là, il y a ce nouveau médium que je peux essayer. Allons-y, je l'ai essayé dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a ce côté, pour moi, ça a un peu changé. Pour moi, tant que le processus reste organique, c'est sûr que l'art numérique, là, m'intéresse beaucoup plus maintenant, maintenant que j'ai travaillé sur ce premier projet. Je pense qu'une des choses que ça a fait pour moi aussi, c'est que ça me permet de repenser, je suis encore dans ce processus de réflexion, mais je suis en train de repenser la relation de l'art à l'espace, mais aussi la relation de l'art à l'institution artistique, donc galeries, musées, etc. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez démocratique dans le sens où mais je peux travailler sur une expo qui n'est pas exposée dans une galerie, en fait, ou qui n'a aucun lien avec une institution artistique, par exemple. C'est parce que, je ne sais pas, je trouve que quand on travaille souvent par rapport avec des galeries, avec des institutions, il y a quand même il y a des dynamiques de pouvoir, il y a des dynamiques dans la relation commissaire ou directeur, directrice artistique et l'artiste, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans cette forme qui permet de travailler en dehors des murs, qui veut dire aussi en dehors des dynamiques de pouvoir de l'institution. Et je pense que, je ne sais pas où je vais avec cette réflexion, mais c'est quelque chose à laquelle je réfléchis, où je me dis, ouais, ça peut être intéressant, en fait, à quoi ressemble la diffusion. Tu sais, par exemple, que le fait que le Conseil des arts du Canada, par exemple, parle des projets de recherche et création, ensuite des projets concept à la réalisation, concept to realization, et la condition de cette deuxième bourse, de ce deuxième projet, c'est qu'il y ait toujours une diffusion à la fin. Et là, et souvent la diffusion, c'est on a besoin d'une lettre officielle, d'une galerie qui dit qu'elle va nous exposer. Alors que là, je me dis, mais la diffusion peut prendre différentes formes. Et je pense que j'ai réfléchi aussi comme poète. Parce qu'il y a toujours cette relation. Je n'ai pas vraiment exploré ça dans ce projet, mais j'ai réfléchi aussi dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui sort un livre, qui va acheter un livre, qui va lire. Donc, on n'a pas nécessairement... Et moi, surtout que ma pratique de poésie est avant tout en performance, en spoken word, avant que ça prenne la forme de quelque chose de publié. D'un livre, surtout en ces temps où on n'a plus accès à des cabarets, etc. Donc, je commence aussi un peu à réfléchir à comment changer. Est-ce que ce médium peut nous permettre de changer aussi la relation qu'on a à la littérature? Parce que ce n'est pas tout le monde qui nécessairement lit un livre, mais ces personnes peut-être pourront ouvrir une application sur leur téléphone où il y a une œuvre littéraire qui s'exprime différemment. Donc, ça, c'est une autre question qui m'habite un peu après avoir travaillé sur ce projet. Wow, OK, wow, je trouve que c'est vraiment intéressant de vous entendre. Je suis contente qu'on ait le temps d'en parler aujourd'hui. Je veux inviter les gens qui sont parmi nous, si jamais vous voulez poser des questions, j'en vois pas dans le Q&A, mais vous pouvez dès maintenant interagir avec nous ou même lever la main, ou si entre vous, Raed, Kama, Anna, vous voulez, vous avez d'autres questions. Raed, t'en as une? En fait, c'était pour répondre, pour poursuivre sur l'idée de Kama, c'est que je pense à la beauté de ce qui va arriver avec les prochaines technologies, mais aussi, en fait, ça va donner accès aux artistes à être des publishers indépendants, dans le sens que les artistes pourront décider un peu plus comment comme own the space, décider c'est où exactement. C'est pas juste dans des lieux qui sont comme des galeries nécessairement. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être
chez soi. Et puis ça peut être distribué chez les gens, donc les gens peuvent accéder à ce contenu. Et donc, les outils sont de plus en plus faciles pour créer ça. Déjà, c'est accessible, mais ça sera encore plus, je crois. C'est juste ça serait qui les owners de ces publicateurs-là, qui est plus la question je veux dire. Qui est là une discussion assez. Oui, quel outil après utiliser en tant que créateur, créatrice indépendante pour diffuser ce travail-là? Ça va être un autre. Les institutions, ils ont leur bagage d'enjeux, mais après ça, il y a beaucoup d'autres plateformes et espaces qui en ont aussi, là, puis qu'il faut faire attention à ça. Ben, dans le sens qu'il faut y réfléchir. Ouais. Je ne vois pas de questions. Est-ce que je vous invite vraiment à poser sur n'importe quel sujet qui vous tente par rapport à soit la pratique de Kama ou Anna ou ce projet en particulier ou avec département, ce qu'ils font. Je relance aux gens qui sont présents. Mais sinon, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres aspects qu'on pourrait parler des avenues possibles, peut-être en tant qu'artiste puis en tant que créateur, Raed, à DPT, comme des avenues possibles pour le milieu des arts? Comme là, on a fait un parcours de réalité augmentée dans la ville. Est-ce que vous pensez à d'autres choses, comme Kama t'a mentionné pour la poésie, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous sentez qu'il y aurait un besoin que ça viendrait combler, justement, de se dissocier, ça permet de dissocier d'institutions, ou y a-t-il d'autres aspects qui vous viennent en tête comme ça? Ben, nous, d'ailleurs, on travaille sur un projet qui sortira bientôt, qui est un peu une découverte de héros cachés dans la ville en mode balado, mais aussi on va pouvoir les voir. Mais ça, c'est un sneak peek, là, j'en parle pas trop. Mais vraiment, dans l'ordre de Kama, en fait, nous, on est super ouverts à collaborer avec des artistes, puis on essaie parce qu'on a ce côté en fait, de production, on sait comment produire, on solutionne, et on adore explorer des nouvelles avenues. Donc, que ce soit, donc, ça peut être créer des œuvres qui sont géolocalisées dans des espaces spécifiques. Ça peut être autant dans le ludique, comme on a fait dans l'aspect éducatif, que ça peut être vraiment dans le monde artistique. Ça peut être des performances, ça peut avoir des vidéos. Mais il y a vraiment un monde très large à explorer. Il suffit juste de contacter, d'en discuter et de concevoir ensemble. C'est sûr, soyez avertis avec qui vous travaillez parce qu'il y a des aspects légaux à voir, mais en général, quand vous approchez des créateurs montréalais, vous êtes un artiste local, là, c'est une belle instance de créer des belles collaborations. Là, je parle plus comme si vous ne connaissez pas vos collaborateurs. Et ce qui était plaisant ici, c'est qu'on travaille avec Momenta et les artistes. Moi, j'avais une petite question pour Anna, en fait. Je bifurque un peu. En fait, c'est je serais curieux d'en entendre plus sur l'œuvre en soi que tu as choisie. Pour ça, je sens... en ça, j'étais curieux d'en entendre plus. Oui. C'est ça, cette œuvre. C'est vraiment une œuvre qui prend beaucoup de formes. Je l'ai commencé en 2019. Mon enquête sur cette œuvre-là, c'est vraiment comment est-ce qu'on raconte des histoires sur notre propre histoire. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les éléments qui sont des fois complexes de notre propre identité. Alors moi, je m'intéresse vraiment à l'identité à cause de ma propre histoire. Je suis une personne qui est mixte. Je suis née au Sénégal. Je suis franco-manitobaine. J'ai des ancêtres métis sur le côté de ma mère. Donc, pour moi, l'histoire, ça m'intéresse vraiment. Et comment est-ce que les histoires peuvent être racontées? Alors, moi, je suis une personne qui aime vraiment les images. Et alors, pour ce projet-là, j'ai vraiment collectionné beaucoup d'images et je les ai reconfigurées en personnages pour créer en fait plein de nouvelles histoires. Et j'invite les gens à voir, c'est vraiment en installation.
physique que j'ai créé ce projet à différentes échelles, dans les différentes galeries. Et puis, c'est ça, en fait, qui est intéressant pour ce projet, c'est que je travaille en mode, comment je pourrais dire? Tu sais, je ramasse des images physiques, je les intègre dans mes documents, dans mes logiciels digitaux, je les réimprime, je fais des statuts, ensuite je les remets un peu dans le monde. Et pour ce projet, en fait, je les ai gardés en format numérique. Donc, en fait, c'est un mélange de collages, de sculptures, de silhouettes, de personnages qui prennent différentes formes. Alors, c'est comme une constellation d'images. Et chaque personnage a sa propre histoire et vient de sa propre... c'est moi qui choisis les images, mais j'espère vraiment que les personnes puissent reconnaître un peu leur connexion avec ces images. Alors, j'ai de la difficulté à l'expliquer un peu là, mais je suis en... Je suis... C'était ma mère. Excuse-moi. Je l'avais mis sur mute, là, mais je ne comprends pas. Alors, c'est ça, c'est vraiment... J'essaie vraiment d'explorer les différentes façons qu'on raconte des histoires. Ça peut être les créations de mythes, ça peut être la religion, ça peut être même des récits autobiographiques. Et puis, je pense, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment, comme quand on m'a approché pour être dans Momenta, le thème, tu sais, avec la nature. Excusez-moi, je me rappelle plus, j'ai perdu le titre, là. Quand la nature ressent. Quand la nature ressent. Moi, dans ma pensée, mon projet Errance, j'étais vraiment dans un moment où j'avais réalisé où que toutes les images que j'ai mises dans mes personnages, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'images de la nature, en fait, parce que je trouve que dans les histoires, dans les livres que j'ai collectionnés, dans les images que j'ai ramassées, c'était vraiment beaucoup de nature. Alors, il y avait vraiment je trouvais que le thème de la Biennale était un bon fit avec ce projet-là. Et ça me permettait vraiment de voir comment est-ce que je pourrais donner une nouvelle vie à ces personnages dans le numérique, dans un espace public. Alors, c'est ça, je parle de beaucoup de choses. J'espère que ça fait un peu de sens. Oui. Mais excuse-moi, c'est parce que je suis en congé de maternité cette année, donc ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce projet-là, mais je suis contente de pouvoir en parler ce soir. Mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Si je peux répondre à quelque chose de plus spécifique, je serais contente de faire aussi. Ah, merci, c'était déjà bien. Je voulais pas te mettre en Ah non, audience. c'est correct. Oui. Il y a eu deux questions de la part du public. Donc, il y a une question qui va comme suit. Vous avez mentionné que ce projet a été pensé en réponse au contexte de la pandémie. Est-ce que vous avez trouvé que ce dernier a brisé une sorte d'isolement? Peut-être dans le sens, il pourrait avoir plusieurs sens, peut-être dans le sens des artistes dans leur expérience, mais peut-être même le public pourrait répondre à cette question. Est-ce que ça l'aide à briser l'isolement aussi, de faire une expérience en réalité augmentée? Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir sur la question? Rapidement, pour moi, je dirais oui, parce que ça m'a immédiatement ramené dans un espace collaboratif, en fait, dans le sens où c'est vrai qu'on parlait beaucoup, on collaborait beaucoup, surtout dans la phase de développement. Dans ce sens-là, et surtout en tant que personne qui travaille en performance, on travaille souvent en équipe, surtout en performance, alors que là, ça faisait plus d'1 an ou peut-être 1 an que je travaille un peu seul. Et rien que ça, je dirais que oui, pour moi, ça fait ça. Mais en plus, au-delà de l'isolement, je pense que c'est le fait que ce soit un parcours, ça fait sortir aussi, ce qui est génial. On peut aussi, il y a une autre question qui a été posée. Donc, bonjour, Anna Kamaraed, avez-vous été confrontée à des limitations techniques? Si oui, comment conserver le propos original du projet pour créer une œuvre finale qui n'est pas dénaturée par ces limitations?
il y a quand même quelques aspects qui ont été répondus, mais oui, Raed. Quand même. Bonjour Hugo, parce qu'on se connaît. Hugo a fait un stage avec nous l'année passée. Attends, le temps passe tellement. Je m'en rappelle plus. Mais pour répondre à ta question, en fait, oui, c'était avec. Vu que SparkArt est une technologie qui supposée être facile d'accès, ben, il faut que les fichiers soient assez légers. Et soit en disant, il fallait que, surtout les gens qui faisaient de la 3D, il fallait vraiment réduire la qualité de rendu, juste au point avant de perdre l'essence du projet. Donc, c'était beaucoup de travail. C'est un genre de tango qu'on essaie d'ajuster lentement et arriver à de la qualité. Quand c'est des images, je pense, et je parle pour Kama et Anna, je pense que c'est plus facile à gérer. Parce que c'est moins lourd à la longue, mais la comète, elle est vraiment dans le large. Mais quand c'était dans le cas de oh mon Dieu, beaucoup d'artistes en 3D, j'ai personne qui me rêve en tête tout de suite, mais il fallait souvent faire juste réduire un peu la qualité, mais je dis ça, mais ça ne paraît pas nécessairement. Ça, c'était vraiment une des plus grands problèmes. Après ça, il y avait d'autres issues qui sont des choses plus de la technologie, qui sont le tracking. Donc, des fois, l'œuvre ne restait pas nécessairement à la place où on l'avait placée, mais ça, c'est juste les téléphones, la lumière, le sol. Donc, c'est des choses qui sont un peu hors de notre contrôle, mais on s'y fait. Donc, ça faisait un peu partie de ça. Je ne sais pas si Kama ou Anna, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, mais je pense que c'était les plus grands points qui m'arrivent en tête. Je dirais oui. Il y en avait tout plein. Et comment gérer cela, c'était vraiment du trial and error. C'est vraiment, il faut le vouloir, là. C'est vraiment réessayer et réessayer et réessayer et réessayer. Je me rappelle que j'avais finalement tout bouclé, mais je n'avais pas réalisé en fait que mes fichiers étaient trop gros. Et là, tout d'un coup, c'est genre, je suis à la fin du processus, je suis genre, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je suis en mode panique. Et là, Jocelyne qui nous accompagnait du genre, mais en fait, tes fichiers sont trop gros. Et là, j'ai tout refait. Et là, il se trouve que je n'avais pas réalisé en fait que mes images étaient censées être, je crois, à 400 pixels par 400 pixels, quelque chose de ce genre. Donc, dans des carrés très précis, parce que sinon, ça déformait l'image. Et là, j'avais déjà tout fait. Et là, le dernier petit détail, c'est que je n'avais pas exactement ça. Donc là, il fallait que je retourne au tout début sur Photoshop pour redécouper le tout sur 400 par 400, en faire des petits carrés. Donc, c'était beaucoup ça. Je pense que c'est beaucoup de trial and error, de réessayer, jusqu'à ce que parfois c'est la technologie ou comme Raël le dit, le téléphone qui ne veut pas marcher ou les batteries qui meurent à chaque 5 minutes ou ce genre de choses. Mais ouais, c'était beaucoup réessayer jusqu'à ce qu'on... Pour garder l'essence, c'était beaucoup réessayer et réessayer et réessayer. Et puis moi aussi, c'était là comme... Je me rendais compte que c'était souvent des choses très simples. Si ton projet, il y avait des bugs ou que ça ne fonctionnait pas, c'était souvent quelque chose de comme, ah oui, ton image était juste un petit peu trop large. Puis là après, quand tu sais ça, c'est comme, ah, ben, il y avait souvent des moments comme ça où c'était comme, ah, j'aurais dû savoir, mais tu ne peux pas savoir sans laisser et sans faire plusieurs tests avant de réussir. Ouais. Et c'est vraiment, vous le dites les deux, mais c'est tout projet avec ces technologies-là, c'est du trial and error, c'est essayer, ne pas se frustrer, mais vraiment continuer parce que c'est de l'apprentissage, mais ça reste avec vous. Là. En fait, j'espère. Mais on est déjà rendu à 1 heure de conversation. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui puis d'avoir entendu toutes ces belles expériences que vous avez vécues avec la réalité augmentée. Puis j'ai hâte de voir si jamais le prochain projet de Kama, de Raed, de Anna aussi, j'ai hâte de voir ce qui va suivre. Pas obligé d'être en réalité augmentée dans tout autre projet qui s'en vient. Donc, je vous remercie encore une fois, Raed, Anna, Kama. On remercie ABC Fondation aussi, l'équipe de Momenta qui était dans le background, qui nous aidait avec le Zoom, le webinaire, puis toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui dans la discussion.
Je vous rappelle que vous pouvez expérimenter le parcours Cristaux liquides et toutes les autres activités de Momenta jusqu'à la fin octobre. Et je vous invite à visiter le site web momentabiennale.com, notre page Facebook ou Instagram pour tous les détails. Et si vous en voulez encore plus de la discussion sur la réalité augmentée et de Raed, d'ailleurs, qui va revenir parmi nous, donc on a une deuxième table ronde, cette fois-ci qui va être en anglais, sur le même thème, mais avec d'autres artistes. Donc, il va y avoir Alex McLeod et Malik McCoy qui vont se joindre à nous le jeudi 14 octobre à 5h30 en ligne avec le même format comme on a vécu aujourd'hui. Donc, c'était super riche aujourd'hui. Merci encore une fois d'être parmi nous. Puis, on va continuer les discussions dans quelques semaines. Alors, merci encore beaucoup. Puis, à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.